Leur a dit que j'étais une menteuse. Elle leur a dit que j'avais piégé mon mari. Elle a affirmé que tout ce qu'ils pensaient savoir sur moi n'était qu'un tissu de mensonges. 200 personnes ont gardé le silence. Mon bouquet était encore dans ma main. Mon mascara n'avait même pas encore coulé. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. Ce que ma mère ne savait pas, c'est que mon mari avait passé 6 mois à enquêter discrètement sur elle. Et ce qu'il a trouvé, des documents falsifiés, des économies volées, des aveux enregistrés, allait briser une décennie de mensonges en moins de 5 minutes. 6 personnes ont quitté la réception en larmes. Pas pour ma mère, mais pour elles-mêmes. Parce qu'elles ont réalisé qu'elles avaient aussi été ses victimes. Laissez-moi vous ramener 3 ans en arrière, la nuit où j'ai compris pour la première fois que quelque chose ne tournait vraiment pas rond dans ma famille. J'ai grandi en croyant que j'étais incapable de gérer l'argent. Pas parce que quelqu'un m'avait montré un tableau Excel ou un relevé bancaire, mais simplement parce que ma mère le répétait sans cesse. Depuis que j'étais en âge de tenir un billet, Sophie Lefebvre contrôlait chaque centime qui entrait dans la maison. Mon argent de poche, elle le gardait. L'argent de mes anniversaires donnés par la famille, elle disait qu'elle le mettait en lieu sûr pour moi. Mes salaires de job d'été à 16 ans, elle exigeait que je les lui donne en disant que j'allais tout gaspiller. Et je la croyais. Je la croyais comme on croit que le ciel est bleu, sans poser de questions, sans preuve, sans même penser à demander pourquoi. Quand j'avais 17 ans, mon grand-père, Henri Moreau, est décédé. C'était un menuisier retraité, un homme calme qui sentait le cèdre et le café noir. Il m'appelait sa petite Camille et me glissait des billets de 10 € quand maman ne regardait pas. Après ses funérailles, j'ai demandé à ma mère si grand-père avait laissé quelque chose pour moi ou pour ma sœur Solène. Elle n'a pas hésité une seconde. Elle a dit qu'il avait à peine laissé de quoi couvrir les frais de l'enterrement et que je savais bien qu'il n'était pas riche. Je n'ai jamais vu de testament. Je n'ai plus jamais posé de questions. À 22 ans, je me suis installée dans un studio de la taille d'une place de parking et j'ai commencé à travailler comme graphiste indépendante. Je travaillais 12 heures par jour. Je notais chaque dépense dans un carnet papier parce que j'avais tellement peur de ma propre gestion. Et pourtant, chaque mois, mon compte bancaire ne ressemblait à rien. De l'argent apparaissait puis disparaissait. Des dépôts que je ne reconnaissais pas, des retraits inexplicables. J'appelais la banque, on me transférait 3 fois, puis j'abandonnais. Je me répétais ce que ma mère m'avait toujours dit, que je n'étais juste pas douée avec l'argent. J'avais 29 ans quand j'ai appris la vérité. Ce n'était pas que je gérais mal mon argent, c'était que quelqu'un me le volait. Voici comment ma mère fonctionnait. Si je posais une question sur l'argent ou sur ses décisions, elle ne répondait jamais. Elle pleurait systématiquement. Elle disait qu'après tout ce qu'elle avait sacrifié en tant que mère célibataire, je n'avais pas le droit de l'accuser. Cette phrase mettait fin à n'importe quelle discussion. C'était sa clé maîtresse. Mes parents avaient divorcé quand j'avais 8 ans. Mon père était parti vivre en Bretagne. Les appels sont devenus rares puis ont cessé. Sophie est devenue le centre de gravité de notre maison et elle aimait ça. Elle disait aux proches que j'étais difficile. Elle disait à ses amis de la paroisse que j'étais ingrate. Elle a même raconté à notre voisine, Madame Perrin, que j'avais un jour volé 40 € dans son sac alors que j'avais 11 ans. Je n'avais rien volé, mais Madame Perrin me regarde toujours de travers aujourd'hui. Pendant ce temps, ma petite sœur Solène avait droit à une autre version de la maternité. Maman payait ses frais de scolarité, lui avait acheté une petite Renault Clio d'occasion pour ses 20 ans et l'emmenait faire les boutiques pour ses tenues d'entretien de master. Quand je demandais pourquoi je n'avais pas la même aide, Sophie répondait que Solène était responsable, contrairement à moi. J'ai avalé cela année après année comme un médicament que je pensais mériter. Puis, environ 3 mois avant de rencontrer Marc-André, Solène m'a envoyé un message tard le soir. Elle me demandait si maman m'avait déjà parlé d'un compte de placement laissé par grand-père car quelque chose semblait bizarre sur son compte étudiant. J'ai fixé ce message longtemps. J'ai fermé l'application et je suis allée me coucher. Je n'étais pas prête. Pas encore. Mais 3 mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait réaliser que je l'avais toujours été. J'avais juste besoin que quelqu'un me croie.
J'ai rencontré Marc-André Roche un mardi dans un café du centre-ville. Il était assis dans un coin avec son ordinateur et des dossiers étalés partout. J'étais là pour un client qui n'est jamais venu. J'ai commandé un café et j'ai essayé de ne pas fixer cet homme qui fronçait les sourcils devant un tableur comme s'il était personnellement offensé par les chiffres. Il m'a surprise en train de regarder et a souri en s'excusant pour le désordre. Il a dit que les chiffres n'aimaient pas toujours se tenir tranquilles. J'ai ri. Il m'a proposé de m'installer plus près pour ne pas avoir à crier. C'était tout. Pas de feu d'artifice, juste un homme avec des yeux bienveillants et une sacoche d'ordinateur très organisée. Marc-André avait 32 ans et était expert comptable judiciaire dans un cabinet d'audit indépendant. Son métier consistait à suivre l'argent qui ne voulait pas être trouvé. J'ai trouvé ça intéressant sans penser que cela aurait de l'importance. Au fil des semaines, il a commencé à remarquer des choses que personne d'autre n'avait vues. Il m'a dit que je budgétisais tout au centime près, mes courses, mes factures, et que cela ne collait pas avec l'idée que je sois mauvaise avec l'argent. J'ai haussé les épaules en disant que je compensais peut-être. Il m'a regardé avec patience et a noté que je n'avais pas acheté de chaussures depuis 2 ans, que ma fermeture éclair de manteau était cassée et que je mangeais du riz 4 soirs par semaine. Il a dit que ce n'était pas de la mauvaise gestion, mais la réalité de quelqu'un qui n'en a jamais assez, et qu'il ne comprenait pas pourquoi. J'ai changé de sujet, mais son regard n'a pas changé. Il voyait quelque chose qui ne tombait pas juste. La première fois qu'il a rencontré ma mère, elle portait son plus beau sourire. C'était un dîner dominical chez elle. Elle avait cuisiné un rôti et sorti la belle vaisselle. La première heure s'est bien passée. Elle a interrogé Marc-André sur sa famille et a ri à ses plaisanteries. Puis elle a commencé à dire que j'avais toujours été une rêveuse, pas vraiment quelqu'un de concret. Marc-André a posé ses couverts et a souligné que j'avais pourtant monté mon entreprise seule, ce qui demandait de la discipline. Le sourire de Sophie est resté, mais son regard est devenu glacial. Elle a dit qu'une mère voyait des choses qu'un partenaire ne voyait pas. Le reste du dîner fut pesant. Le soir même, elle m'a appelé à 23h pour me dire qu'elle ne lui faisait pas confiance et qu'il cherchait forcément quelque chose. J'ai répondu que je l'aimais. Après un long silence, elle a murmuré que je verrais bien, puis elle a raccroché. Le lendemain, Marc-André m'a fait remarquer que ma mère lui avait demandé 3 fois quel était son métier exact et qu'elle semblait mal à l'aise dès qu'il mentionnait l'expertise judiciaire. Ce dîner fut le moment où tout a basculé. Ma mère avait peur car pour la première fois, quelqu'un dans ma vie savait suivre l'argent. En 1 semaine, elle a lancé une campagne discrète pour retourner tout le monde contre Marc-André. Elle a appelé ma tante Colette pour lui dire qu'il était très contrôlant. Colette m'en a parlé lors d'un barbecue familial. J'ai expliqué qu'il surveillait les dépenses parce que c'était son métier, mais le doute était semé. Puis elle est allée voir Solène pour lui dire que cet homme m'isolait de la famille. Ensuite sont venus les messages directs, presque doux, qui étaient la version la plus dangereuse de ma mère. Elle me demandait si j'étais sûre qu'il n'était pas avec moi pour la stabilité, affirmant qu'elle voyait des choses que je ne pouvais pas voir. Quand je l'ai appelée pour lui demander d'arrêter, elle a répondu qu'elle me protégeait car je n'avais jamais su ce qui était bon pour moi. Je me suis assise par terre dans ma cuisine, tremblante. Une partie de moi voulait crier, une autre voulait s'excuser. Sa voix était encore plus forte que la mienne dans ma tête. Ce soir-là, j'ai regardé Marc-André et j'ai murmuré que c'était à moi de décider ce qui était bon pour moi. Marc-André m'a demandé en mariage un samedi d'octobre dans le même café. Il avait caché la bague dans un vieux livre de droit fiscal. J'ai ri aux larmes. C'était un oui. Pendant 45 secondes, le monde était parfait. Puis j'ai appelé ma mère. Après 10 secondes de silence, elle a juste dit qu'elle espérait que je savais ce que je faisais. Pas de félicitations. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre de ma banque. Un compte d'épargne à mon nom venait d'être clôturé à la demande du cotitulaire. Solde à 0. J'ai appelé la banque, on m'a dit que ce compte avait été ouvert quand j'avais 17 ans avec Sophie Lefebvre comme cosignataire. Mon cœur a lâché. C'était en août 2013, le mois du décès de mon grand-père. Le solde avait été retiré en une seule fois 3 jours auparavant, juste après l'annonce de mon mariage.
J'ai tout raconté à Marc-André ce soir-là. Il n'a pas crié, il semblait presque soulagé que la pièce manquante du puzzle apparaisse enfin. Il m'a demandé l'accès à tous mes relevés. Il a travaillé jusqu'à 3 heures du matin. À mon réveil, il m'a annoncé qu'il y avait au moins 4 comptes liés à mon numéro de sécurité sociale que je n'avais jamais ouvert, et qu'ils avaient été vidés systématiquement depuis 12 ans. 12 ans de mensonges, 12 ans à manger du riz pendant qu'elle piochait dans des comptes secrets. J'ai dit à Marc-André de tout découvrir. Il a commencé par chercher les traces de l'héritage d'Henri Moreau. Il a retrouvé le notaire de mon grand-père, Maître Dumont, un homme de 74 ans très lucide. Il se souvenait bien d'Henri qui voulait protéger ses petites filles. Maître Dumont a montré le testament original à Marc-André. Henri Moreau avait laissé un fonds de 185 000 € à partager entre Solène et moi. Ma mère était l'administratrice, mais nous devions toucher notre part à 21 ans. Marc-André a alors montré la photo du document que maman nous avait montré à l'époque, affirmant que tous les biens revenaient à Sophie pour la gestion de la famille. Le notaire a été formel, ce n'était pas le document qu'Henri avait signé. C'était un faux. Marc-André m'a dit qu'il nous fallait ses propres mots pour construire un dossier solide. Dans notre région, je pouvais enregistrer une conversation si j'en faisais partie. J'ai mis 3 jours à trouver le courage de l'appeler. Marc-André était dans la pièce d'à côté. Quand j'ai demandé si grand-père avait laissé quelque chose, elle a immédiatement accusé Marc-André de me remplir la tête de bêtises. Puis elle a utilisé son ton mielleux pour dire qu'elle avait fait tout ça pour nous protéger car l'argent de grand-père nous aurait ruinés. Elle venait de l'avouer. L'argent existait et elle l'avait pris. Marc-André m'a rejointe et m'a rappelé qu'elle venait d'enregistrer sa propre confession sans le savoir. Le mariage était dans 2 mois. Nous avons décidé de ne rien dire avant que le dossier ne soit complet. Les preuves étaient en sécurité sur plusieurs supports et chez un avocat. Pendant ce temps, ma mère est soudainement devenue très aidante pour le mariage, s'occupant du plan de table et des fleurs. Elle a même demandé à faire un discours, un toast de la mère de la mariée. J'ai accepté. Solène m'a appelé pour me dire que maman semblait étrangement nerveuse et en colère lors de ses appels avec l'oncle Grégoire. J'ai demandé à Marc-André si nous devions nous inquiéter, il a répondu que nous devions simplement être prêts. J'ai donné le micro au loup dans la bergerie sans savoir ce qu'elle prévoyait. À ce stade, j'avais les preuves de sa falsification et de ses vols. Si vous aviez été à ma place, l'auriez-vous laissé parler? Tapez 1 dans les commentaires si vous auriez dit oui ou 2 si vous l'auriez écarté tout de suite. Le 14 juin, la journée était parfaite dans un domaine à 20 minutes de la ville. 200 invités étaient présents sous les guirlandes lumineuses. Je suis remontée vers l'hôtel seule, ayant décidé que si je commençais une nouvelle vie, ce serait sur mes propres pieds. Marc-André m'attendait, les yeux rouges d'émotion. Nous avons échangé nos vœux et nos alliances. La réception a commencé, tout était magnifique. Ma mère portait une robe rouge cramoisie, elle était superbe mais son regard était de glace. À 20 h, le maître de cérémonie a annoncé le toast de Sophie Lefebvre. Elle s'est avancée avec assurance vers le pupitre. Elle a commencé par dire des choses douces sur mon enfance, puis sa voix a changé. Elle a dit qu'il y avait des choses que personne ne savait sur moi. Elle m'a fixée et a lâché devant tout le monde que j'avais piégé Marc-André et que je mentais sur mon passé et mes dettes cachées. Le silence était total, étouffant. Elle a affirmé qu'elle avait essayé d'empêcher ce mariage et qu'elle parlait maintenant parce qu'une mère doit protéger les autres. Elle a posé le micro et est retournée s'asseoir avec une dignité feinte. Marc-André m'a serré la main et m'a demandé si je lui faisais confiance. J'ai hoché la tête. Il s'est levé, a ajusté sa veste et s'est dirigé vers le pupitre avec un calme olympien. Il a pris le micro et a dit qu'il appréciait l'inquiétude de Sophie, mais que la personne qui mentait n'était pas Camille. Il a sorti son téléphone et a expliqué son métier d'expert comptable judiciaire. Il a connecté son téléphone au projecteur prévu pour le diaporama photo. 2 documents sont apparus côte à côte. À gauche, le vrai testament de mon grand-père certifié par Maître Dumont prévoyant 185 000 € pour les petites filles. À droite, le faux document créé par ma mère. La rumeur a parcouru la salle. Tante Colette s'est levée, sous le choc.
Marc-André a précisé que je n'avais jamais vu un centime de cet argent. Ma mère a hurlé que c'était une fabrication. Marc-André a alors lancé l'enregistrement audio. La voix de ma mère a résonné dans tout le jardin, avouant que l'argent existait mais qu'elle nous en avait privé pour notre bien. Le silence qui a suivi était glacial. Ma mère a tenté de dire que c'était hors contexte, mais Marc-André a proposé de diffuser les 7 minutes entières de la conversation. Solène s'est levée en larmes, demandant si son compte étudiant était aussi une invention. Sophie lui a crié de ne pas se retourner contre elle. C'est alors que tante Colette a pris la parole pour demander où étaient passés les 30 000 € qu'elle lui avait prêtés en pensant aider les filles. L'oncle Grégoire a ajouté qu'elle l'avait écarté de la succession en disant que grand-père ne lui faisait pas confiance. Les aveux sont tombés comme des dominos. Le cousin Rémi a parlé d'une voiture jamais remboursée. 6 membres de la famille ont quitté la réception sur le champ, écrasés par la trahison. Ma mère s'est retrouvée seule dans sa robe rouge. Je me suis approchée d'elle et je lui ai dit que je comprenais tout maintenant, que tout ce qu'elle avait fait était pour le contrôle. Je lui ai dit que je ne ferais pas de scène, mais que j'allais partir et laisser la vérité parler d'elle-même. La semaine suivante, nous étions chez maître Patricia Sinclair, une avocate spécialisée. Elle a confirmé que le dossier était accablant. Nous avons lancé une procédure civile pour récupérer les fonds. Je ne voulais pas de vengeance criminelle, juste que justice soit faite. Sophie a tenté de se faire passer pour une victime d'abus de la part de ses filles, mais son propre avocat lui a conseillé de négocier face aux preuves. Elle a fini par perdre sa maison pour nous rembourser, ainsi que tante Colette et l'oncle Grégoire. Elle vit désormais dans un petit appartement, isolé de sa communauté. Solène a partagé la vidéo de la scène avec le reste de la famille pour que tout le monde sache. J'ai reçu une lettre de ma grand-tante Dorothy qui m'a révélé que mon grand-père m'avait écrit une dernière lettre que maman n'avait jamais remise. Marc-André l'a retrouvée dans un carton lors de la vente de la maison. Les mots de mon grand-père me disaient qu'il m'aimait et qu'il avait mis cet argent de côté pour mon avenir. J'ai pleuré en réalisant qu'il ne m'avait jamais oublié. Aujourd'hui, Solène et moi réapprenons à être sœurs sans le filtre toxique de notre mère. Sophie m'a envoyé une dernière lettre m'accusant d'avoir détruit la famille, mais j'ai répondu que ce sont ces mensonges qui ont tout brisé. Je travaille maintenant dans mon propre studio, entourée de personnes qui m'aiment pour qui je suis vraiment. La force n'est pas de garder le silence pour plaire aux autres, mais de choisir l'honnêteté, même quand la voix tremble. Je m'appelle Camille Lefebvre, j'ai 29 ans et je sais enfin qui je suis. Cette histoire est un rappel poignant que les liens du sang ne justifient jamais l'abus ou la manipulation financière. Il est terrifiant de voir comment une personne en qui l'on a une confiance absolue, comme une mère, peut construire un système de mensonges aussi complexe pour maintenir une emprise psychologique et matérielle sur ses propres enfants. L'utilisation de la culpabilité, le fameux sacrifice de la mère célibataire, est une arme redoutable qui réduit souvent les victimes au silence pendant des décennies. Heureusement, la vérité finit toujours par remonter à la surface, surtout quand on a le courage de regarder les faits en face. Camille a eu la chance d'avoir un partenaire solide, mais son propre courage de confronter la réalité est ce qui l'a vraiment libérée. C'est une leçon sur l'importance de l'indépendance financière et de la vigilance, même au sein de la famille. Qu'avez-vous pensé de la réaction de Marc-André au mariage ? Pensez-vous qu'il a bien fait de l'exposer ainsi publiquement ou aurait-il dû le faire en privé avant la cérémonie ? Dites-moi ce que vous auriez fait à sa place dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits de vie.